Bonjour tout le monde, bienvenue à l'heure turquoise, un bon dimanche et on va parler d'Istanbul. Aujourd'hui, nous avons des invités spéciaux, Collectif Istanbul, un groupe de musique qui est assez extraordinaire, qui sont d'originaire En fait, il y a vraiment, c'est un groupe mélangé et qui vient de France, Istanbul, le Balkan, ils vont nous amener quelque part dans les Balkans aujourd'hui. Et on va parler d'Istanbul tout en prenant, comme d'habitude, la littérature, la poésie et la photographie et la musique. Et je pense que ça sera une très bonne émission. Et comment allez-vous? Bienvenue, mes amis. Très bien. Très bien. Très bien, très bien. Elle va nous parler de côté littérature aujourd'hui, d'Orhan Pamuk. Voilà, on va commencer par explorer cette immense ville qui a longtemps fasciné les écrivains occidentaux et orientaux à travers le livre de Orhan Pamuk qui s'appelle Istanbul. C'est un livre dans lequel Pamuk fait en fait le tour de ses souvenirs du passé, dans le sens où il va commencer par son enfance et jusqu'au moment où il décide de devenir écrivain à l'âge de 22 ans. Donc, je me suis dit que c'était intéressant de découvrir une ville dans l'imaginaire d'un écrivain. Donc, je ne pouvais pas passer outre ce livre qui est quand même écrit par un des écrivains les plus connus de notre siècle par rapport à la littérature turque. Donc, sans vous dire plus, j'aimerais juste commencer par citer quelques extraits de ce livre. Donc, je vais commencer par chapitre 5, Noir et Blanc, dans lequel Pamuk commence par dire que j'ai vécu l'Istanbul de mon enfance comme un lieu en deux teintes, à moitié obscur, couleur de plomb, dans le style de photographie en noir et blanc. C'est aussi ainsi qu'il m'en souvient. Bien que j'ai grandi dans la semi-obscurité d'une maison-musée à l'ambiance pesante, je lui dois sans doute une part de ma passion pour les espaces intérieurs. L'extérieur, les rues, les avenues, les quartiers éloignés m'ont toujours fait l'impression d'être des lieux dangereux. Comme sorti de films de gangsters en noir et blanc. J'ai toujours préféré l'hiver à l'été d'Istanbul. J'aime contempler les crépuscules précoces, les arbres dénudés qui trempent dans le poilas. Au cours des jours de transition de l'automne à l'hiver, les gens qui rentrent chez eux, à pas empressés, par les rues à demi obscures, vêtus de leurs manteaux noirs et de leurs vestes. Et les murs des anciens immeubles et des konaks en bois effondré, qui prennent une teinte propre à Istanbul, fruit de l'absence d'entretien et de peinture, éveillent en moi une agréable tristesse et le plaisir de la contemplation. En hiver, dans la pénombre du soir précoce, les teintes noires et blancs des gens qui rentrent chez eux, à pas précipité, qui me procurent le sentiment que j'appartiens à cette ville, que je partage quelque chose avec eux. Et j'ai l'impression que l'obscurité de la nuit va recouvrir le dénuement de la ville, des rues et des objets que, en inspirant et expirant à l'intérieur des maisons, dans les chambres et sur les lits, nous allons tous retrouver confrontés aux rêves et aux illusions issues de l'ancienne richesse d'Istanbul, désormais bien lointain. Ensuite, il montre dans ce livre, dans cette édition, quelques photographies de la ville que Ali va plus tard exploiter. J'essaie de vous montrer quand même cette petite image avec le konak et deux personnes qui marchent dans le sombre. Et il dit, cette photographie d'art régulière me vient parfois à l'esprit parce qu'elle montre bien la fusion des maisons de bois et des immeubles en béton dans les rues secondaires désertes. Ensuite, il finit par dire « En ce qui m'attache à cette photo, tout autant ce qui me renvoie à mon enfance, les pavés, les chemins empierrés, les garde-fous en verre de fenêtre, ou les maisons en bois désertées et toutes bancales, c'est qu'on a l'impression qu'il est tard, alors que le soir n'est pas encore complètement là, et que ces deux personnes attachées à leur ombre, en train de rentrer chez elles, ont avec elles apporté la nuit à la ville. » Donc,
j'ai partagé ce petit extrait avec vous parce que je pense que ça montre bien, en fait, comment Istanbul est vécu par Orhan Pamuk. Et comme on en a parlé entre nous avant, je pense c'est un Istanbul très sombre, c'est un Istanbul nostalgique, c'est un Istanbul, comme il dit, noir et blanc. Et je me suis intéressée à un moment donné pourquoi il est si sombre que ça. Qu'est-ce qui a, à son tour, a formé son imaginaire? En fait, dans ce livre, il nous donne plus ou moins la réponse. C'est que Istanbul de Orhan Pamuk et surtout Istanbul des écrivains occidentaux qui ont visité la ville il y a 2 siècles. Donc, il commence par nous faire une petite explication sur comment Flaubert, comment Théophile de Gautier avait découvert sa propre ville et comment le regard occidental a pu former à son tour l'imaginaire de Pamuk. Donc, je trouve que ce qui est très intéressant dans cette intersection des imaginaires, c'est que on a d'une part des écrivains français qui visitent une ville inconnue, qui visitent une ville qui présente des mystères, et de l'autre côté, on a quelqu'un comme Pamuk qui est originaire d'Istanbul, qui à son tour exploite leur imaginaire. Donc, je trouve que voilà, c'est un point quand même assez impressionnant comment les deux littératures, les deux gens de deux nationalités, deux origines peuvent contribuer à l'avancement de l'imaginaire d'une ville. Je ne sais pas si votre Istanbul est aussi sombre que celui de Pamuk, mais on verra qu'avec les photos de la Lugler, qu'il y a une part de vérité dans cette histoire. Je ne sais pas si Alit veut tout de suite continuer et reprendre avec les images. Après cette belle introduction avec Pamuk, je vais continuer avec la présentation d'un photographe. Mais je pense qu'un petit qualificatif que tu as utilisé comme le Istanbul sombre de Orhan Pamuk, moi je pense que peut-être qu'on fait 2 lectures un peu différentes du livre. Moi aussi j'ai mon exemplaire, mais comme je vous avais montré tout à l'heure, c'est un vieux exemplaire 2004 et en turc. Et donc cette semaine j'ai eu l'occasion de relire un peu certains passages. Et moi je pense que son Istanbul n'est pas sombre. Certes, c'est noir et blanc. C'est siyah et beyaz, donc il y a cette manque de couleurs. Mais quand même, c'est Istanbul fièrement porté en lui. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a un thème ou un sentiment qui traverse tout le livre, tout son récit, on avait également un peu parlé dessus, cette fusion qu'on peut traduire comme mélancolie ou tristesse, mais que justement, Orhan Pamuk dit que c'est tout un autre sentiment différent de ces 2 dernières. Son huzun, donc le huzun, la tristesse mélancolique qui appartient à cette ville, c'est quelque chose que les gens d'Istanbul portent fièrement, avec une certaine fierté, avec voilà, c'est tout à fait naturel. Du coup, je pense que plus qu'être sombre, c'est quelque chose, un sentiment même, j'ai envie de dire, très très positif. Et je pense qu'il est fier et il est content de sentir ce sentiment-là. Alors, son Istanbul, il est noir et blanc. Noir et blanc, et son livre, il est traversé par des photos d'un photographe gigantesque que l'on connaît à la Gula. Du coup, j'aimerais bien parler un peu de ce photographe aujourd'hui. J'aimerais bien partager mon écran simultanément. Du coup, vous allez me dire si vous voyez Alors, quand on dit Istanbul, peut-être on pense à des écrivains comme Orhan Pamuk en premier lieu, et quand on parle de l'image d'Istanbul, l'œil d'Istanbul, c'est bien évidemment Aragülal. Chez lui, on voit effectivement cet Istanbul des objets très quotidiens, très emblématiques, des bateaux, ou encore des monuments magnifiques des empires qui sont restés. Mais également chez lui, qui est quelque chose de très, très particulier, en même temps qu'on voit ces images des monuments magnifiques, donc d'un temps révolu qui n'existe plus, on voit des gens dans leur vie quotidienne. Donc, c'est un mélange incroyable qu'il fait avec le paysage et l'espace urbain, mais aussi avec le corps humain. Vous allez voir, c'est des compositions magnifiques. Je vais traverser quelques images que j'ai choisies au hasard pour vous.
Donc, il y a cette idée de la ville, puis l'humain, avec des compositions géométriques incroyablement beaux. Les exemples que j'ai choisis et qui font d'ailleurs un peu la signature de Araguler, c'est toujours le noir et blanc pour retrouver un peu ce noir et blanc stambouliote de Orhan Pamuk, donc d'un temps révolu et tout. Et du coup, les gens du quotidien, vraiment dans leur vie quotidienne, donc ces instances très particulières, je continue encore avec un peu, voilà les enfants. Et il y a quelque chose d'autre, c'est en fait, voilà, c'est que dans son Istanbul, loin des fantasmes, juste des magnifiques monuments et tout, il y a la ville, puis il y a les gens qui travaillent. Donc on voit les ouvriers ou encore les chômeurs, les gens qui vivent dans leur vie, puis aussi la pauvreté, souvent très bien illustrée dans ces photos. Donc ça rejoint un peu ce que ressentait le Orhan Pamuk quand il regardait à Istanbul. C'était la ville des empires qui n'était plus du coup. C'était aussi la ville des bourgades, c'était aussi la ville des pauvretés, la ville des gens qui travaillent ou qui sont en chômage. Donc c'est une ville vraiment qui vit, merveilleusement photographiée par Araguler, également aussi parce qu'on voit avec les enfants qu'il a photographiés. Et voilà, un des derniers clichés que je peux montrer. Une fois, on lui avait demandé si c'était de l'art la photographie. Araguler avait dit non, ce n'est pas tout l'art ce que je fais. Alors, je vais terminer mon partage d'écran. Ce n'est pas de l'art, c'est juste l'idée d'être au bon moment pour capter un moment comme une sorte de documentaire, attendre la bonne lumière, attendre le bon moment, le bon geste et faire ce geste clic pour immortaliser un instant. Et visiblement, il l'a fait tellement bien que même après son décès, il est toujours immortel. Ces clichés sont avec nous. C'est son Istanbul qui n'est plus là et grâce à lui avec nous. Et aussi quelque chose sur lequel il croyait, une photo qui est une documentation de quelque chose qui existe de la vie quotidienne. L'essentiel, c'est qu'il y ait de l'humain dans son centre. C'est la chose qu'il a merveilleusement réussi aussi. Donc, peut-être la photo avec les pêcheurs. Les pêcheurs, oui, c'est beau, ouais. Ils étaient bien habillés, ils étaient chics à l'époque, c'est incroyable. Ils étaient en fait, wow. Si vous regardez sur son site internet personnel, il y a pas mal de photos comme ça avec des gens, pas des hommes et des femmes. Ils sont tous habillés, genre riches ou pauvres, en costume et chemise. Ça doit être vraiment l'époque. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas plus non. Hein. Ouais. En voyant des photos à Edith, j'ai aussi pensé que dans le livre de Pamuk, il dit à un moment donné que les Stambouliotes veulent cacher la pauvreté de la ville, veulent cacher ces parties, les faubourgs, les endroits qui sont sales, et on ne veut pas le montrer aux autres. Donc justement, dans les photos, on voit que c'est le contraire. À la Gare, il se promène dans les quartiers très pauvres, dans les faubourgs de la ville. Mais si je peux me permettre une petite critique, c'est quand je dis le côté sombre de Istanbul, je pense que Pamuk, il romantise ça en fait. Il romantise la pauvreté. Il est en train de... Il y a une certaine complexe d'intériorité que je l'ai trouvé dans la lecture de ce livre, parce qu'on parle souvent de cet empire qui a tout perdu, qui n'existe plus, qui n'a pas de richesse, qui reste, etc. Il essaie, en quelque sorte, à mon avis, de s'en sortir en idéalisant cette pauvreté, en disant que voilà, c'est fusionné en fait, c'est cette mélancolie qui est beau. C'est très intéressant, c'est une manière peut-être pour lui de surmonter un imaginaire un peu plus, je dirais, négatif de sa propre vie, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et la dernière fois, quand on avait discuté entre nous, moi, je pensais que justement le regard de l'occidental est tellement central dans son imaginaire que pour un lecteur turc, entre guillemets, pour un lecteur stambouliote, ça peut être dérangeant. En même temps, je comprends que voilà, même Tanpınar lui-même s'est inspiré de Théophile Gautier. Je suis très consciente de cette problématique. Il y a une part de réalité dans tout ce qu'il dit. Mais c'est, en tout cas, à mon avis, on est en train d'un peu romantiser la pauvreté de la vie,
qui peut avoir un intérêt dans la littérature. C'est juste un critique que je voulais souligner. C'est parfait. Du coup, pour peut-être continuer avec notre voyage un peu plus avec de la couleur avec Maëla, juste une petite dernière remarque. C'est en fait cette lecture sur la ville, sa romantisation possible du côté un peu noir et blanc de la ville. J'ai même l'impression qu'il représente en cela toute une suite de générations d'intellectuels turcs qui étaient toujours divisés avec cette dualité. Est-ce qu'on a un pays oriental ou occidental, cette volonté d'être comme à l'Occident, mais quand même dans un pays qui est, on ne sait pas si c'est à l'Orient ou à l'Occident. Donc cette dualité, de toute façon, je pense qu'il a traversé l'imaginaire intellectuel, romantique, littéraire de toute une série de générations en Turquie qu'on retrouve également, comme tu disais, chez Pamuk. Voilà, là maintenant, la suite de notre voyage sera avec un peu plus de couleurs vers des quartiers d'Istanbul peu connus. Voilà. Oui, on va quand même rester un peu dans la nostalgie, même si ce sera plus coloré. Donc, pour cette émission, on avait pensé que ce serait bien de présenter un quartier d'Istanbul. Et comme c'est une grande ville, il y a beaucoup de quartiers, beaucoup de coins sympas à visiter et intéressants à voir. Mais moi, j'ai décidé de présenter le quartier de Fenerbahçe. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Istanbul ou si vous en avez déjà entendu parler. Donc, je vais commencer déjà par partager mon écran. En vous montrant la carte, je ne sais pas si oui, c'est bon. c'est bon. On voit qu'il réagit, ouais. Ah mince. Ok. Bon. Du coup, le quartier de Fenerbahçe, c'est là où il y a le point rouge. Et c'est vraiment dans les quartiers historiques, les vieux quartiers de la ville d'Istanbul sur la rive européenne. Si vraiment on grossit. Et c'est des quartiers qui sont principalement connus pour l'architecture atypique des maisons. Je vais vous montrer quelques photos. Il y a beaucoup de maisons colorées. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, tu peux cliquer sur oui, c'est super. C'est bon. Il y a beaucoup de maisons colorées comme ça, vraiment des maisons un peu atypiques qu'on peut voir dans d'autres quartiers d'Istanbul et aussi ailleurs en Turquie. Mais il y en a vraiment beaucoup dans cette zone-là de Fenerbahçe. Et elles ont beaucoup été rénovées ces dernières années. Donc là, voilà, pareil, toujours des maisons très colorées. Et c'est un quartier, il est joli comme photo, qui est dit assez populaire, entre guillemets. Et du coup, il y a toujours beaucoup de vie, du mouvement. Et en même temps, on a un peu l'impression d'être hors du temps avec ces vieilles bâtisses, ces vieilles maisons qui sont parfois pas rénovées. Donc, ce qui fait que c'est assez, je dirais pas champêtre, mais voilà, cette impression d'être un peu hors du temps. Et c'est ce qui est assez agréable. Enfin, moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce quartier. Et après, c'est un quartier aussi qui est connu pour être un quartier un peu multiculturel. Et historiquement, c'était les communautés grecques orthodoxes et juives qui étaient dans ces quartiers. Et du coup, on retrouve beaucoup de monuments liés un peu à la religion orthodoxe, etc., un peu à ces cultures-là. Et il y a notamment, on le voit en photo, le patriarcat orthodoxe d'Istanbul, donc avec l'église Saint-Georges, qu'on voit là. Et je ne pense pas qu'on puisse le visiter, du moins, ce n'est pas une visite en libre accès, il faut réserver ou se renseigner auprès d'un guide pour pouvoir y rentrer. Moi, j'avais eu l'opportunité d'y rentrer il y a quelques années. Et un autre monument aussi qui est assez imposant, cette fenêtre,
qui est en briques couches comme ça, et qui est assez imposant parce qu'il est un peu en hauteur par rapport à la Corne d'Or et par rapport au reste du quartier. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant, et les rues autour, il y a pas mal de vieilles bâtisses aussi. Donc voilà, ça. Ouais, c'est un quartier aussi qui a fait, comme je le disais, beaucoup l'objet de rénovation, comme d'autres quartiers d'Istanbul. Et il y a pas mal d'études et de recherches qui ont été faites et des enquêtes sociologiques sur ces quartiers-là, notamment en partenariat avec l'IFEA, l'Institut français des études anatoliennes, et l'Observatoire urbain de la ville d'Istanbul. Parce que je pense que c'est un quartier où il y a eu beaucoup de mélange de population, de rénovation, etc. Donc, beaucoup d'études sociologiques ont été faites là-bas et d'urbanisme. Et désormais, c'est de plus en plus touristique. Il y a des petits cafés très sympas. Et c'est agréable de s'y promener. Ça fait Meyhaneh, c'est pas le café, c'est ouais. Non, mais du coup, il y a beaucoup de cafés, mais il y a notamment cette Meyhaneh qui s'appelle Agora Meyhaneh. Moi, je suis jamais allée. Je ne sais pas si parmi nous, il y a c'est très agréable. Je vous conseille vivement. Si vous voulez vivre l'ambiance Meyhaneh dans un vrai cadre où il n'y a pas de... Parce que souvent, on dit Meyhaneh, mais à Istanbul, attention, c'est pas l'endroit où vous allez écouter du saz, en fait. Meyhaneh, c'est de la musique classique turque, avec un son pas très élevé pour que les gens puissent s'entendre. Et on discute des sujets qui sont importants sur la table de Meyhaneh. Pour sauver le pays, le monde, refaire le tout, ouais. Mais pour les gens qui nous écoutent, je conseille très vivement d'y aller. Prends un petit recul. Moi, je n'ai pas été non plus dans ce Meyhaneh. Un jour, on peut y aller peut-être. Moi non plus, je suis jamais allée. Et avant de faire un peu mes recherches là-dessus, j'en avais pas entendu parler. Mais apparemment, c'est un lieu assez, je dirais pas mythique, mais incontournable du quartier. Il y a la chanson aussi, Agora Meyhaneh de Yassine, connue. Oui, c'est vraiment... Vous ne pouvez pas chanter. Il n'y a pas de sens. Mais ça on peut garder ça en tête pour la période post-Covid, quand on reprend nos événements d'habitude qui nous tiennent au cœur, il faut qu'on reprenne une soirée quand même dans cette idée-là. Comme on l'a fait le février dernier, un petit chez volume 2, je pense que ça, nous avons besoin de ça, et puis ça nous a beaucoup manqué quand même. C'est vrai. On pourra faire un chérifé à Agora Meyhaneh ici. Voilà, chérifé à Agora volume 2. Voilà. Et je vais passer la parole à Emir qui lui aussi va aborder un aspect culturel de la ville en nous parlant de musée. Exactement. Je vais vous parler du musée du jouet d'Istanbul. Je ne sais pas si vous avez été déjà, mais c'est un musée, je pense que extraordinaire. C'est très beau. Je suis jamais allée. Du coup, je pense que c'est la prochaine fois que j'irai à Istanbul, j'irai. C'est un endroit, il faut absolument voir à Istanbul. Surtout si vous avez des enfants, c'est encore mieux parce qu'il y a à peu près, en fait, il y a une collection de plus de 5000 jouets qui viennent du monde entier. En fait, ce musée a été fondé le 23 avril 2005 et par l'écrivain et poète Sunay Akın. Pourquoi le 23 avril? Parce que le 23 avril, c'est la journée de la souveraineté nationale et des enfants. Et depuis 1923, qui a été fait par la Turquie, parce que, en fait, l'avenir, comment dire, c'est les enfants qui vont
inscrivent l'avenir. C'est des enfants qui vont créer l'avenir. Et du coup, tout de suite, ils voulaient en fait montrer l'importance des enfants pour un pays. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui fêtent ce journée, en fait, qui n'ont pas des journées dédiées aux enfants. Je ne sais pas si vous connaissez d'autres pays. Et je pense que c'est vraiment quelque chose très bien parce qu'on a vraiment besoin des nouvelles générations. Et là, ce musée, pour moi, en fait, c'est à Erenköy, à Istanbul. C'est un petit Köşk, Konak. On peut dire mention en français, qui est très ancien aussi, historique. Et Sunayakım, il mentionne qu'il a construit ce musée grâce à plusieurs artistes théâtre. En fait, on peut dire comment en fait les gens qui les artistes de conception de scène, on peut dire. En fait, toutes les chambres, toutes les pièces qui ont été construites, réalisées, imaginées par les artistes de conception de scène. Du coup, il nous a dit que le théâtre est très important pour une nation, pour savoir l'histoire du passé, l'histoire du pays. Et il disait qu'il faut transmettre cette histoire aux enfants. Du coup, c'est pour ça qu'il a fait un appel aux artistes de conception de scène et qui travaillent en général pour le théâtre. Et du coup, il a construit ces pièces, vraiment, chaque pièce est totalement imaginée de façon spéciale. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu, on va y entrer ensemble. Je vais partager mon écran. Et puis, on va voir une petite vidéo qui va vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Adile Naşit, c'est une actrice de théâtre très connue, par le personnage que vous avez vu. Il y a vraiment de tout, pour tous les goûts. Il y a plus de 5000 jouets, imagine. Waouh! Du coup, voilà, pour vous montrer un petit peu, on peut voir aussi avec les photos. En fait, il y a de tout. Il a pensé à tout, en fait. Il y a des collections du monde entier. Il y a même, en fait, j'ai remarqué, j'ai un peu fait des recherches, en fait, ici, il y a l'extérieur du musée. Il y a un violon miniature de France datant de 1817. C'est un jouet, en fait, le plus ancien du musée. Du coup, il y a vraiment de tout. Il est très intéressé par les jouets. Il peut même, en fait, il se déplace pour acheter un jouet qui est aux ventes aux enchères à New York. Il se déplace chaque fois, en fait, pour un petit jouet. Et il est passionné par les jouets. Il veut bien, en fait, amener les jouets pour les enfants. En Turquie, il a même construit un deuxième musée. Et à Samsun, qui est au nord de la Turquie, c'est le troisième plus grand musée de jouets au monde, apparemment. C'est génial, parce que comme ça, il y a des autres régions peuvent profiter aussi de ces collections. Il y a même, vous voyez, il y a une collection de Adolf Hitler. En même temps, il parlait de Adolf Hitler. Il disait que Hitler, en fait, il a influencé un petit peu une nation. Il y a les jouets aussi. Il a construit, il a produit. Il a fait produire plusieurs jouets pour un peu attirer les enfants à l'armée. Il disait ça. Ouais, c'est très intéressant. Il dit... Vas-y, dis-le. Non, mais je veux dire, oui, à quel point des jouets avec lesquels les enfants jouent peut devenir un instrument d'une idéologie mortifère. C'est presque inhumain. Exactement. C'est très pragmatique quand même. Quand l'enfant est tout petit, il est prêt à idéaliser tout. Donc si le jouet donne un idéal d'une Allemagne forte
voilà, pur et soldat, ben, l'enfant va idéaliser ça pendant des années. Donc. Exactement. Il disait ça, en fait, ça commence tout petit, en fait. Et c'est important d'avoir des jouets. Je vais vous montrer encore des jouets. Il y a des poupées, il y a des porcelains, il y a des jouets en étain. Vous voyez même un petit peu côté West Side, Red Heat. Ouais, vraiment tout. Il y a les jouets du monde entier, c'est ça? Exactement. Il est là même du monde entier. Il parle en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis. Tu vois, Allemagne. Ça vient de l'Allemagne, pas loin de ça. 1920. C'est aussi un voyage dans le temps. Oui. On voit comment les choses ont été. Ah oui, il y a de l'Argentine. Ouais. C'est génial, je vais tout m'en visiter. Oui, exactement. En fait, je voulais vous montrer ça et il y a tellement, c'est une collection très riche. Je peux vous montrer des heures et des heures, mais c'est cool. En même temps, vous voyez, hop, encore un petit peu. C'est très riche, en fait, je vous conseille d'y aller. Merci. Oui. Tu m'as vraiment donné l'envie. Oui, bah, il y a vraiment intérêt, c'est super sympa. Et moi, c'était impressionnant. En même temps, c'est pas un petit musée, en fait, ça prend quand même beaucoup de temps. Vous avez envie de tout voir. Et c'est impressionnant. Il y a un café, il y a un grand jardin que vous pouvez manger. C'est très agréable. Vous pouvez passer une journée super agréable. Sinon, et après cela, je voulais vous montrer aussi un centre d'art moderne qui a été, je pense que au moins tout neuf, parce que ça a été créé en 2018, mais ils ont commencé à créer ce centre en fait en 2010. C'est la Fondation Véticoche qui a pris l'initiative de créer ces centres artistiques. Il y a à peu près en fait 35 exhibitions, des salles, il y a beaucoup de salles, c'est plutôt moderne, mais aussi ils ont transformé ce centre en un lieu d'art, parce qu'il y a beaucoup de spectacles aussi, de théâtre, des concerts. Je vais vous montrer une petite vidéo dessus, et je pense que c'est quand même très sympa. Moi, je n'ai pas été encore, et j'ai très envie d'y aller. Je pense que vous avez peut-être tu l'as déjà vu. Oui, ça là, je l'ai fait. C'est dans un quartier, c'est proche de Beyoğlu, dans un quartier assez défavorisé. Donc ça sort un peu de nulle part, mais l'architecture est plutôt intéressante à l'intérieur, non pas à l'extérieur. Bon, ce sont mes avis après. Après, la collection est... Bon, il y a de la collection permanente et des différentes artistes qui viennent exposer de temps en temps, mais je pense que c'est un très bon début. C'est un très bon début pour démocratiser un petit peu plus l'art moderne à Istanbul. Je vais vous montrer une vidéo qui va vous résumer tout, qui donne envie, parce que je vais y aller, je pense, ce janvier. Allez. On voit bien le quartier. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y avait le mur avec... à Berlin, il y a un mur sur lequel il y a des mots en turc. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Ils ont reproduit ça dans le musée. Et là, ça touche un peu les questions de langue, immigration. Oui, mais ils font aussi des ateliers pour les enfants, c'est vrai. Des ateliers. Oui, ils font tout. C'est un peu pour la musique. Il y a toujours le musée Pera, mais le musée Pera, c'est plutôt classique, c'est plutôt... Voilà, c'est pas de l'art moderne en soi. Même si parfois, pour les collections qui sont temporaires, il y a des artistes plutôt contemporains qui exposent. Mais en même temps, je pense que ça donne de l'espoir.
Non, ça a l'air différent du musée d'Héra. Oui, très, oui. Puis beaucoup plus grand, quoi. Voilà. Oui, je ne savais pas qu'il y avait des salles de concert. Oui, il y a des salles de concert, il y a plein de choses. En fait. C'est impressionnant. Hop, si on revient à... Pardon, là, j'ai dit... Voilà. Oh là, j'ai une vidéo qui est ouverte. Attendez. Pardon. Les coachs, ils ont de la chance, vraiment. Ils ont quelqu'un comme un coach. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est la personne qui détient une collection des œuvres d'Oscar Wilde et de ses objets. C'est la personne qui détient tout, en fait. Et il y a quelques années à Paris, quand il y a eu une exposition sur Oscar Wilde, c'était la collection de coachs. Donc, les coachs contribuent beaucoup à l'art. D'ailleurs, ça m'a fait penser, la famille Koch, ils sont à l'origine, en fait, à l'origine du premier musée privé en Turquie, à Istanbul. Ça s'appelle le musée C. C'était dans leur maison familiale à Bosphore, avec les objets du quotidien de la fin Empire. Vraiment, cette vie quotidienne, mondaine d'Istanbul d'une époque. Donc, c'est vraiment une famille qui a beaucoup contribué aux collections privées, aux musées privés en Turquie. Donc, oui, sur notre liste, il y a beaucoup d'endroits à ajouter pour visiter. Voilà. Vous avez, on ne te voit pas. On ne te voit plus. Du coup, je vous... De toute façon, on va passer à Collectif Istanbul, qui sera dans un invité. Et on va un petit peu leur poser des questions sur le parcours. Et on va voir aussi leur nouveau clip et nouvelles chansons qu'ils ont sorties qui s'appellent Minoche. Et dans le clip, on va voir aussi un petit peu Istanbul parce qu'ils ont fait une clip qui reprend des quartiers sympathiques d'Istanbul. Et voilà, on passe à la deuxième partie de notre émission. Excellent. À tous. À tous. Akşamlar yine oldu akşamlar. O benim nazlı yarim nerede akşamlar. Aman minnoş minnoş çapkın minnoş minnoş. Güzel minnoş minnoş şeker minnoş minnoş. Çapkın minnoş minnoş. Güzel minnoş minnoş. Şeker minnoş minnoş.
aşağı Mevla sabırlar versin Yarından ayrılmışa Aman minnoş minnoş Çapkın minnoş minnoş Güzel minnoş minnoş Şeker minnoş minnoş Donc, pour continuer notre aventure sur Istanbul, comme vous savez, on a parlé de la littérature, on a parlé de Istanbul à travers les images, on a parlé de Istanbul des jouets, et on ne pouvait pas faire sans parler de Istanbul à travers la musique. Et on a la grande chance aujourd'hui d'avoir parmi nous Richard et Aslı, les deux fondateurs, je dirais, du groupe de musique Collectif Istanbul, formé par 6 musiciens qui nous racontent les couleurs de l'Anatolie, les couleurs de Balkan à travers les instruments comme gaïda, clarinette, saxophone, accordéon, tuba, percussion, tout ce qui est joyeux. Donc on peut dire que c'est une fanfare des Balkans avec des touches de la musique de l'Anatolie. Ils ont commencé leur aventure il y a peut-être plus de 15 ans. Le premier album, Balkanatolia, sorti en 2006. On y retrouve les musiciens comme Selim Sezer ou Bilo Topaloğlu, dans lequel il y a les Köçek, il y a les Roland de la mer Noire, il y a de tout. En fait, comme le nom le porte très bien, c'est Balkanatolia. Ensuite, le deuxième album en 2008, Krivota, avec des touches de jazz, de funk qui changent un peu l'ambiance. En 2013, il y a Kelebet. En 2016, il y a L'été indien, Tasema Yazı. Et il y a peut-être 10 mois, vous avez sorti un single qui s'appelle Minnoş, qui nous fait en fait dans le clip qu'on va vous montrer plus tard, qui nous fait voyager les très jolies villes de Kadıköy. Et on écoute Richard cette fois-ci chanter en turc, qui est d'ailleurs très surprenant et très marrant. Donc j'ai adoré ce clip qu'on va vous faire découvrir à la fin de l'émission. En fait, Collectif, c'est une aventure des musiciens qui sont à la croisée de différentes cultures. Donc c'est d'autant plus joyeux pour nous de vous accueillir, puisque c'est ce qu'on essaie de faire chez les Turquois, c'est de faire découvrir les différentes cultures et de leur échange et de leur rencontre. Et je passe tout de suite la parole à Aslı et à Richard pour qu'ils puissent nous dire davantage de comment cette aventure est née, comment ça a commencé, d'où est venue l'idée de chanter et de parler de la musique des Balkans à Istanbul, en Turquie. Alors ça commence, à vrai dire, il y a vraiment longtemps. Donc ouais, le groupe c'était il y a 15 ans, mais moi je viens de Bretagne à la base, et donc je me suis intéressé très tôt à la musique traditionnelle, et puis après ça a dérivé de la musique bretonne vers d'autres musiques, et je me suis retrouvé au milieu des années 90 à voyager un peu dans les Balkans, Roumanie, Bulgarie, etc. Et puis tout ça, finalement, c'était un long voyage, et au final, ça m'a amené à Istanbul. Et là pour moi, c'était bien, parce que c'était... dans les années 90, dans la deuxième moitié des années 90, les Balkans, c'était un peu morose quand même s'il y avait des super choses à faire. Mais Istanbul, c'était très dynamique, et puis ça rejoignait, les musiques se rejoignent, c'était un endroit où tu peux avoir à peu près... et à la fois la musique des Balkans et à la fois la musique d'Anatolie. C'était un peu ça. Enfin, j'essaie de faire court, donc c'est un petit peu... c'est un résumé, mais c'était ça. Et donc je suis arrivé ici en 2000 d'abord, puis je me suis installé en 2001, et j'ai rencontré plein de musiciens, et du coup j'ai eu envie, donc c'est effectivement on a enregistré le premier album en 2005, il est sorti en 2006, et j'ai eu envie, à ce moment-là, l'idée c'était pas de faire un groupe, c'était une sorte de carnet de voyage, si tu veux. Le fait d'avoir rencontré plein de musiciens, comme tu as cité Selim et Birol, mais beaucoup d'autres aussi,
faire un truc genre waouh, j'ai eu la chance de faire des trucs avec tous ces gens-là, donc on enregistre, on fait un truc tous ensemble. C'est pour ça qu'on l'a appelé collectif au départ, parce que il n'y avait pas de groupe. Et puis ensuite, il y a eu des propositions qui sont venues de concerts. Et du coup, d'un collectif, c'est devenu un groupe. On ne pouvait pas jouer avec les 21 personnes présentes sur l'album. Du coup, on a fait un petit noyau à 6 et on a commencé à jouer. C'est quasiment le même noyau depuis 15 ans. Ok. Est-ce que c'était une bonne synthèse? C'était une parfaite synthèse. Et comment vous êtes rencontrés, en fait? C'était la question qu'on se posait Aslı et Enşa. C'était à Istanbul que... On s'est rencontrés à Istanbul, elle a la flemme de parler, c'est pour ça que je raconte tout. On s'est rencontrés pendant le festival du film documentaire d'Istanbul. Voilà, moi j'allais voir un film et elle travaillait pour la structure, l'association qui organisait le festival. C'est comme ça qu'on a... Et au début, on avait l'intention de faire des documentaires sur la musique. Voilà. Toutes les rencontres sont un peu déroulées comme ça. Ouais, il y avait l'idée de faire des documentaires sur sur les musiciens traditionnels en Thrace et en Anatolie. C'était un peu l'idée de départ. Voilà. Donc finalement, tout ça tournait autour de la musique et aussi du documentaire. Et puis c'est devenu autre chose. Aslı ne chantait pas et par la force des choses, elle s'est retrouvée à chanter, jouer de la trompette, etc. Oui, c'est vrai qu'elle joue de la trompette dans certaines chansons, elle chante. Moi, je joue aussi depuis le 17, donc ça date aussi. Mais je vois comment ça évolue en fait. C'est impressionnant. Oui, j'ai eu même l'occasion de les écouter dans un concert. J'ai pas dit ça, mais j'ai eu l'occasion, c'était super. C'était quel concert? Je pense que c'était le festival de Bebek. D'accord. Si je ne me trompe pas, mais il y a longtemps. Ouais, c'est bon. Il y a longtemps, il y a peut-être, je sais pas, peut-être le lancement du premier album. Ouais, ça doit faire au moins 12-13 ans, en tout cas. Oui. Ça va rentrer dans nos âges. Alors. Donc voilà, on fait ça depuis maintenant. Après, avec les autres collègues, on s'est rencontrés parce que moi j'ai commencé, j'ai eu envie de me plonger vraiment dans le milieu, dans le monde de la musique traditionnelle quand je suis arrivé. Et la meilleure façon de le faire, c'était de jouer dans un ensemble. Et donc j'ai joué dans le groupe d'un mec qui s'appelle Bouzouki Orhan, qui est un très grand joueur de bouzouki, qui est assez connu, qui fait un peu de taverne, la musique de taverne et tout ça, mais un virtuose. Et puis on s'est retrouvés là-bas, j'ai rencontré d'autres musiciens qui faisaient partie aussi de cet ensemble. Et puis de fil en aiguille, à force de rencontrer des gens, tu finis par... c'était des rencontres musicales plus qu'autre chose. On n'est pas un groupe de lycée. Voilà, on n'est pas un groupe de lycée. On ne s'est pas rencontrés au lycée. On s'est rencontrés sur la scène de la musique stambouliote à l'époque. Et puis, on a réussi à tenir contre de grands et marées. On est toujours ensemble. Et c'est un... Et puis Istanbul, quand même, on a pris après, on a rajouté le mot Istanbul derrière. Une fois que c'est devenu un groupe, parce que ce qu'on se disait, à l'époque, sans Istanbul, des années entre 2000 et 2010, disons, c'était un autre esprit. Et sans Istanbul, on ne pourrait pas se rencontrer, on ne pourrait pas être dans... C'est comme si la ville faisait partie de l'équipe, quelque part. Oui, parce qu'il n'y a pas de stambouliote dans l'équipe. Hein. Tout le monde vient... par exemple, Ertan vient d'Ankara, Aslı vient de Malatya. Moi, les frères viennent de Shumen, en Bulgarie. Batuhan, c'est notre nouveau batteur. Lui, il est d'Istanbul. Le nouveau-né. Le nouveau-né, le tout petit, là, il va avoir 20 ans, comme ça. Et lui, c'est la seule personne qui a changé dans le groupe, c'est le batteur. Voilà. Mais l'autre batteur était aussi de Bulgarie. Donc des Turcs de la minorité de Bulgarie. Mais ça reflète très bien le côté cosmopolite de la ville à travers votre musique. De toute façon,
Exactement. Et effectivement, à Istanbul, il n'y a pas beaucoup de Stamboulien. C'est vrai. C'est une ville très cosmopolite. Tout à fait. J'aimerais bien. Non. C'était juste une question. Istanbul, qui vous a été cette ville de rencontre qui vous a permis de créer ce collectif, est-ce que vous l'avez après conçu comme un port d'attache pour visiter d'autres villes, d'autres régions, ou vous avez principalement performé à Istanbul? Vous avez fait des voyages en tant que collectif après? Alors, on a beaucoup voyagé, on a beaucoup joué dans différents endroits. Finalement, quelque part, assez peu en Turquie. Si au départ, on a joué un peu partout en Anatolie, mais ces dernières années, pas tant que ça. Essentiellement Istanbul, on joue beaucoup à Istanbul, mais autrement, beaucoup en Allemagne. On a une période où on jouait pas mal en France aussi, mais c'était il y a quelques années. On a joué en Irak, on a joué au Brésil, on a joué au Bénin, on a joué en Finlande, on a joué partout en Europe. Partout en Europe. Mais disons que c'est d'abord pas Portugal, il nous manque le Portugal. À faire post-Covid. Exactement. Mais voilà, c'était super. C'était jusqu'à présent, jusqu'à il y a 9 mois, c'était beaucoup de voyages, chaque année des tournées. Et maintenant, ça n'est plus le cas. Maintenant, on a fait un concert, je crois, en 8 ou 9 mois. Donc, ça se passe maintenant différemment. Mais ça ne nous empêche pas d'être... on a eu une petite baisse de motivation. Et puis, mais ces derniers temps, on a quand même... je ne sais pas pourquoi, on a retrouvé l'envie. Et on a un nouvel album qui arrive, là, qui devrait sortir d'ici 2 ou 3 semaines. C'est magnifique. On a plein de vidéos, on en a déjà 3 quasiment de terminées. Donc pour l'instant on se retient, tu vois, on ronge notre frein, on a diffusé pour ainsi dire rien du tout, mais après là, d'ici quelques semaines on va bombarder, je pense. On a hâte. Oui, ça sera un chouette nouvelle avant la fin d'année du coup. Et j'ai une deuxième question. Quand vous parlez d'Istanbul comme ça, vous avez performé principalement en Turquie. Est-ce que vous avez des endroits mythiques pour vous, coup de cœur, des quartiers, des coins, des bars, pour nous faire un peu voyager vers Istanbul? À mon avis, on va dire la même chose qu'à peu près tous les gens de nos âges au moins, qui vont dire c'est Beyoğlu, parce qu'on ne pourrait pas avoir cette musique, on ne pourrait pas avoir... Même ça fait partie de notre personnage, ce n'est pas seulement un quartier, c'était un lieu de vie avant tout, et c'était un des éléments fondateurs, encore une fois. On ne peut pas... le lieu mythique, c'était... tous les musiciens étaient dans le même quartier, à peu près, tous les clubs étaient dans le même quartier, je ne sais pas, avant un concert, on faisait le soundcheck et pendant le soundcheck, on visitait d'autres amis qui étaient dans un club juste à côté, qui a pris le concert. Ça faisait partie ça réunissait un monde qui faisait partie. On faisait tous partie de ce mouvement quelque part créatif. Et donc, notre lieu mythique, c'est absolument et sans discussion Beyoğlu, je veux dire. Avec évidemment le Babylone qui se trouve à la place de Tunnel, où on a pas mal joué et on jouait régulièrement. Maintenant, il y a le nouveau Babylone est beaucoup plus grand, mais pour nous, c'est les vieilles pierres. Enfin, l'endroit où ça s'est passé, c'était à Tunnel, même si on aime bien jouer dans le nouveau, évidemment. Tout ça, c'était... Mais c'est une sorte de nostalgie que assez entretient. Mais les choses continuent, il se passe plein de choses. Mais différemment. Ça rejoint un peu. Ça rejoint un peu ce qu'on vient de dire sur Istanbul. C'est une ville qui se transforme énormément. Du coup, chaque fois qu'on perd des choses, il y a un sentiment de mélancolique ou tristesse qu'on porte chaque décennie à sa propre nostalgie. Exactement. Et est-ce que vous avez pu voir une sorte de... Parce que vous avez témoigné en tant qu'artiste, musicien, sur la ville même, le changement des quartiers,
le voyage des centres nocturnes. Par exemple, depuis qu'on est venu en France, je pense que, par exemple, l'autre côté, le côté asiatique, c'est monté en gamme en termes de vie nocturne et tout. De nos jours, qu'est-ce qui se passe du côté de Kadıköy? Il y a des menus. Est-ce qu'il y a Beşiktaş aussi, ouais. Beşiktaş aussi. Mais c'est vrai que maintenant, Beyoğlu, c'est plus... Écoute, finalement, il y a des gens qui résistent quand même à Beyoğlu. Il y a un café qui finalement qui fait la meilleure programmation musicale à Istanbul. C'est à Beyoğlu, c'est Bova. Bova fait pas que du jazz, jazz et world music, mais et puis Verbo Monti aussi, il y a le nouveau Babylone. Bon, là, c'est moins... Maintenant, c'est un peu plus, on va dire, un peu plus rangé, c'est un peu moins alternatif que ça n'a été. Sur Kadıköy, il y a des chouettes lieux comme Modar Sanesi, il y a des endroits qu'on aime bien aussi à Kadıköy. Et puis Beşiktaş, effectivement, c'est des quartiers moi, je me souviens, c'est marrant parce que la première adresse, le premier lieu où j'ai habité en 2000, quand je suis arrivé en 2001, quand j'ai emménagé à Istanbul, c'était à Kadıköy. Et le soir, c'était désert, quoi. Il y avait c'était le calme total. Et maintenant, effectivement, ces derniers mois, non, mais effectivement, ces derniers temps, c'était un des lieux où ça se passe. La décentralisation devrait être qu'un des avantages. C'est sûr, il y a des clubs maintenant partout, dans les quartiers. À Kartal, il y a des scènes importantes. À Halkalı, il y a des scènes importantes. Il y a des concerts, entre autres, dans tous les quartiers d'Istanbul maintenant. C'est pour la production que ça a été un désavantage, je dirais, mais pas pour la consommation. J'aime pas parler. Ça a beaucoup changé, c'est vrai. J'avais bien savoir, en fait, là, vous êtes installé à Istanbul en 2001, et qu'est-ce qui vous a, attiré de vivre dans la durée à Istanbul? Qu'est-ce que vous aimez le plus? Ok, alors ça a commencé comme ça. Moi, j'étais intermittent en France et je voulais passer. J'avais commencé à voyager et je cherchais un endroit où j'allais pouvoir passer du temps parce que je voulais faire ça. Je m'intéressais beaucoup à ces musiques-là et je voulais en apprendre davantage. Et donc, je voulais être sur place. Et parce que c'était la meilleure façon d'y arriver, c'était de se trouver il m'est arrivé de jouer dans des mariages ici. Donc, c'est la meilleure école, c'est les mariages pour apprendre ce genre de choses. Et donc, je suis d'abord allé en Roumanie, puis en Bulgarie, plusieurs fois en Bulgarie, puis c'était sympa, mais à Istanbul, tout d'un coup, quand je suis arrivé donc, la première fois en 2000, c'était super, l'accueil, l'ambiance, il y avait une dynamique assez forte. C'était une grande ville, tu vois. Avant, je ne dis pas que j'étais dans des plus petites villes en Roumanie, plus petites villes en Bulgarie. Sofia, même si c'est la capitale, c'est pas une très très grande ville. Et ça bougeait pas autant, disons. Et ouais, ça me semblait être à la fois pour le côté social, le côté culturel, la musique. Je retrouvais plein de choses. Et puis finalement, il y a des gens qui m'ont proposé, avant même que je m'installe, des gens qui m'ont proposé de participer à des projets éventuellement. Après, j'ai compris que ça ne marchait pas comme ça, les gens proposent toujours. Après, dans la réalisation, c'est un projet qui n'a jamais vu le jour. Hein. Mais bon, je me suis dit, les mecs, ils ont envie de faire quelque chose, ça va être sympa et tout. Allez, j'y vais. Et puis voilà. Avant que vous nous ayez rejoint, on parlait en fait, moi j'ai parlé du roman de Orhan Pamuk, Istanbul. Comme j'ai dit, cet auteur va découvrir Istanbul à travers Flaubert, Gautier, c'est à travers l'œil de l'étranger. Et donc, je me suis dit, mais par rapport à ton aventure, Richard, c'est que quand on regarde vos albums, tout est anatolien. C'est tellement naturel. On écoute vraiment les musiques d'Anatolie, les musiques de Balkan, ça sonne naturel en fait. Il y a quelque chose de très beau dans ça. Et c'est souvent ce que je trouve intéressant quand on est étranger vis-à-vis d'un pays ou d'un endroit, on est plus curieux. On va aller plus à l'encontre des gens. Il y a combien de musiciens aujourd'hui qui vont faire des mariages turcs
pour reconnaître, pour rencontrer justement les cultures locales. C'est cette curiosité un peu courageuse qui est impressionnante en fait. Et c'est ce que j'aime chez vous. Vous allez partout, vous faites voyager dans notre propre pays. Et c'est rare aujourd'hui quand on regarde la scène musicale en Turquie. Oui, il y a certainement des noms qui sont très connus, qui sont là depuis longtemps, mais quand on regarde de manière un peu éloignée, on découvre très peu des groupes comme Babazoula, comme Collectif. Il y en a, mais je pense que ça doit être connu encore davantage. Parce que c'est un héritage que vous mettez en avant. Et c'est ce que j'adore chez vous. On a une réelle curiosité, bien sûr, et puis on a, puis peut-être moi, de par nos formations, on est toujours, il y a un côté, on a besoin de ce lien, d'aller vers les gens, de chercher, d'aller à la source, c'est complètement dans nos prérogatives. Bon. Nous espérons vous voir aussi ici et de vous accueillir à Paris, parce que je pense que peut-être pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous pouvez nous dire comment ils peuvent vous suivre, comment ils peuvent écouter votre musique. De toute façon, on va partager la vidéo juste après et de la chanson de Minoche. Mais vous nous dites en fait comment ils peuvent, vous êtes sur Spotify et YouTube. Alors, on est partout, on est partout, grosso modo. Il y avait un truc qui s'appelait Je suis partout, le journal peu recommandable. Mais donc, on est sur les réseaux sociaux et on a notre site internet, etc. Pour faire une petite parenthèse sur Minoche, je chante, mais je ne suis pas chanteur normalement. Il m'arrive de chanter quelquefois, mais ce n'est pas vraiment Si vous voulez vraiment découvrir le collectif, effectivement, il faut écouter plusieurs trucs. On pourrait voir. Je conseillerais surtout des vidéos de performance live. Ah ouais, du live. C'est là qu'on se produit réellement. C'est pas les albums pour nous, mais c'est plus les performances. Donc, c'est le moment. On espère. Effectivement, les concerts sont pour nous c'est là où on s'amuse le plus. Vous improvisez beaucoup, j'imagine. Beaucoup d'impro, beaucoup d'impro. C'est ce qui est très bon d'ailleurs. On vous remercie pour votre temps et votre énergie. On espère, comme on dit, vous accueillir à Paris. Voilà. On espère. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci infiniment. Merci. Et on finit notre émission, comme l'a dit Emir, avec Minoche. Allez, on voit la vidéo. Akşamlar yine oldu akşamlar. O benim nazlı yarim nelerde akşamlar. Aman minnoş minnoş çapkın minnoş minnoş. Güzel minnoş minnoş şeker minnoş minnoş.
güzel minnoş minnoş, şeker minnoş minnoş. Kamışa bak kamışa, su ne yapsan yanmış ha. Mevla sabırlar versin, yarından ayrılmış ha. Aman minnoş minnoş, çapkın minnoş minnoş, güzel minnoş minnoş, şeker minnoş minnoş. Perfect, perfect.